Chers amis, chers professeurs, chers invités, bienvenue dans la bibliothèque de notre établissement. J'espère que vous passerez un agréable moment. Lisez. Les livres vous redonnent l'inspiration. Lisez quand vous voulez écrire. Lisez quand vous saurez écrire. Lisez quand vous ne pourrez plus écrire. Le talent n'est qu'une assimilation. Petit à petit, la pièce rétrécit jusqu'à ce que la voleuse de livres puisse perdre les livres à quelque part. Elle passa le dos le long de la première étagère, écoutant le frottement de ses ongles contre la moelle épinaire. On leur crie le son de l'instrument de musique ou le rythme saccadé d'une flûte. Elle utilisa ensuite les deux mains et fit la course entre les étagères. Le regard allant des étagères au sud-ouest et du sud-ouest aux étagères. Combien de livres avait-elle touché? Combien en avait-elle palpé? Chers invités, bienvenue dans notre émission télévisée La Voleuse des livres. Aujourd'hui, nous avons choisi une nouvelle de Tanella Boni. Ravie d'accueillir l'écrivaine Madame Tanella Boni. Madame Tanella Boni, nous vous offrons votre nouvelle intitulée L'enfer de l'autre côté de la frontière, publiée dans ce recueil. Sur la première de couverture figure le nom de l'auteur, Tanella Boni. Le titre, L'enfer de l'autre côté de la frontière, une illustration représentant la souffrance d'un enfant africain travaillant dans les champs de cacao. La nouvelle s'intègre dans la littérature francophone africaine. Sur la quatrième de couverture figure un extrait de la nouvelle. Avant mon départ, je croyais que le paradis pouvait exister quelque part. Là où on ne travaille pas beaucoup et où l'on gagne plein d'argent. Là où on mange à sa faim et fait la fête qu'on veut. Là où les enfants vivent près de leur père et de leur mère qui les aiment beaucoup. Je rêvais de paradis. Tu te souviens? Maintenant que j'ai vécu l'enfer de l'autre côté de la frontière, je sais que là-bas j'ai traité comme une bête de somme. Ici, je ne suis pas le roi de la terre, mais j'aime le soleil qui nous réveille de la nuit. Mais j'adore ton ombre au milieu du chemin que je traverse. Une photo de Tanella Boni et sa biographie. Suzanne Tanella Boni est une écrivaine ivoirienne née à Abidjan, Côte d'Ivoire en 1954. Elle a fait des études supérieures à Toulouse et à Paris. Professeure de philosophie à l'université de Cocody à Abidjan. Elle est poète, romancière, novelliste et critique. Elle a écrit des livres pour enfants. Ses textes intégrales, édition lycée 20 mars. Ravi de vous accueillir, Madame Tanella Boni. Nous avons admiré votre nouvelle, votre sujet, les sujets que vous avez évoqués. Pouvez-vous nous donner les raisons que vous ont poussé à écrire ce texte? Oui, bien sûr. En Afrique, on tue, on torture, on opprime les enfants, on viole les femmes. C'est parce que je pense que nous avons le droit de penser librement et d'écrire. Vous avez évoqué dans votre nouvelle la souffrance des jeunes qui quittent leur pays ou villes vers l'ailleurs ou le paradis, mais que ne trouvent que l'enfer, que vous l'avez mentionné dans votre texte. Est-ce une incitation aux jeunes de rester chez eux et de contribuer à l'évolution de leur patrie? Vous pouvez dire une invitation à s'attacher à ses origines et affirmer son identité en tant que citoyen africain qui a le droit à la belle vie, et un appel au gouverneur d'éveiller les droits de l'homme et de l'enfant, et aussi une sorte d'avertissement des dangers de l'exode ou de l'immigration. Madame Tanella Boni, nous vous invitons à partager avec nous notre lecture de la nouvelle. Merci beaucoup. Après la lecture de la nouvelle, j'ai choisi de vous présenter le thème des droits de l'enfant. D'abord, depuis 1854, il a été conventionné de célébrer la journée mondiale de l'enfant chaque 20 novembre pour affirmer qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qui doit être protégé, mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, etc. Et afin de promouvoir le respect et les droits de l'enfant. Ce que j'ai aimé dans cette nouvelle, c'est la conscience de l'enfant jubril de ses droits en tant qu'un enfant.
Cette nouvelle parle de la souffrance des enfants, en particulier les enfants de l'Afrique. Ils sont privés de leurs droits. Le droit de s'exprimer. Les enfants ont le droit de lever les yeux vers les cimes des arbres et de parler. Le droit de s'acheter ce dont ils rêvent, des jouets, des cahiers, des vêtements, ce boubou bleu qui avait perdu sa couleur. Le droit de vivre dans une famille entourée d'une mère et d'un père, mais malheureusement l'enfant Djibril vit sans père. Je n'avais pas de père. Le droit d'aller à l'école, mais il se trouve forcé d'exercer des travaux pénibles. J'étais employée à tout faire du haut de mes 7 ans. Le droit de jouir de leur enfance et de leur innocence, mais malheureusement ils assument de fortes responsabilités en vivant l'injustice et l'oppression. Des enfants jetés hors des chemins de l'avenir. Ils sont traités comme des bêtes, l'homme qui nous traitait comme des bêtes. Et ils rêvent toujours du paradis, mais malheureusement, ils vivent l'enfer sans jamais pouvoir s'enfuir. Tous les enfants ont des droits. Pour enchaîner avec le droit de l'enfant, j'aimerais parler de la liberté. Être libre, ce n'est pas seulement se déplacer des chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Je sais que là-bas, j'étais traite comme une bête de somme. Je ne suis pas le roi de la terre. Il devient venir une vie tranquille ou une vie de labeur loin de nous. Je passais mes journées à transporter des ballots, de paniers et de bazins. Il suffisait de nous parler et de nous bâtir quand il avait envie. J'ai envie de sortir de cet enfer, mais je ne sais ce que m'attend. Dès la première semaine, j'ai été étranger, un nom de Nil partent comme le mien. Entre le rêve et la réalité, il y a une grande différence. Djibril a rêvé du paradis. J'ai rêvé du paradis, tu te souviens, de l'argent, où l'on gagne plein d'argent. La famille, où les enfants vivent près de leur père et de leur mère. Le travail, là où on ne travaille pas beaucoup. L'identité, je n'avais pas de pièce d'identité. Ce bout de papier fait de toi un homme dans la vie. La liberté, Djibril croyait qu'il allait se libérer de la pauvreté en franchissant les frontières. Mais en s'affrontant de la réalité amère. Il avait souffert, il avait failli mourir, même et il avait envie de partir. Là-bas, j'ai été traitée comme une bête de somme. Et comme élargissement à la nouvelle, je vous invite à regarder cette vidéo. Pour mon reportage, ce n'est pas en ville que ça se passe, mais dans la brousse. À l'aube, il faut faire 3 heures de route chaoteuse pour rejoindre les plantations de cacao. Il fait encore nuit, mais j'aperçois déjà 2 gamins. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Ils nettoient la récolte de cacao. Leur âge, 8 ans, peut-être moins. Quand leur mère voit ma caméra, elle leur demande d'arrêter. Dès que je repars, ils reprennent leur corvée. Nous sommes en pleine période de récolte du cacao et dans les plantations il y a énormément de travail. La veille, j'ai dû négocier des heures avec des planteurs. Ils ont accepté de me laisser filmer la récolte et surtout leurs enfants qui viennent travailler avec eux. Dans cette plantation,
plantation, une dizaine de gamins savent parfaitement ce qu'ils ont à faire. Ils ramassent les cabosses que leurs parents font tomber au sol, jusqu'à 10 kilos, portés sur la tête. C'est pas trop lourd? C'est pas trop lourd? Une fois les cabosses rassemblées, il faut extraire de leur coque les fèves de cacao. Cette tâche dangereuse devrait donc être réservée aux adultes. Mais là aussi, il y a des enfants. Le petit Brice a 13 ans. Cela fait déjà 2 ans qu'il travaille dans les plantations de ses parents. C'est un peu le bon à tout faire du groupe. Quand il s'éloigne, j'en profite pour le questionner. Ça te plaît de travailler dans la plantation? Pas trop. Je travaille dans le bureau pour avoir de l'argent. Parce que mon papa est pauvre. C'est fatigant, les plantations? Oui, c'est fatigant. Pourquoi? Le fait de nettoyer, le fait de cueillir, c'est fatigant. T'en as marre des fois? T'en as marre des fois? T'aimerais arrêter? Mais le jeune garçon n'a pas vraiment le choix. Son père est malade. Il ne peut plus travailler après une vie entière de labeur dans le cacao. Alors pour faire vivre la famille, ses enfants ont pris le relais dès le plus jeune âge. Toute la famille participe aussi au cacao? Tous les enfants? Tous les enfants. Qu'est-ce qu'ils font? D'autres nettoient, d'autres aussi, quand on cueille cacao, ils chargent. D'autres aussi, ils nettoient. Tout le monde travaille. C'est du travail pour toute la famille. Même les plus petits, même celui-là, là, il travaille. Quand tu grandes, quand ça commence comme c'est là, quand tu deviens comme ça, maintenant tu ramasses les cabosses. Un peu comme ça, et puis. Elle peut ramasser les cabosses. La famille produit une tonne de cacao par an, soit seulement 120 € chaque mois. Merci d'être revenu à la maison. Je baissais la tête. Je n'avais pas de réponse à te donner. Tu me disais que j'étais têtu comme une mule. Avant mon départ, je croyais que le paradis pouvait exister quelque part. Là où on ne travaille pas beaucoup et où l'on gagne plein d'argent. La narration récit encadré. Il peut arriver que le personnage d'un récit se mette lui-même à faire un récit. Il devient dès lors le narrateur d'un récit second ayant chassé dans le récit premier. Donc le récit premier n'est là que pour servir le cadre au récit enchâssé. Le récit cadre s'efface devant le récit encadré, qui occupe quantitativement la place dominante. Laisse-moi te raconter mon histoire. Alors laisse-moi m'asseoir près de toi. Personne ne saura que tu écoutes mon histoire. J'aurais aimé te donner mon histoire à lire. J'aurais pu l'écrire de ma belle main, jusqu'à je n'arrive plus à recoller les morceaux de cette histoire. L'histoire de ma vie malmenée.
Ma vie déchiquetée, mes souvenirs épars. Récit encadré. Alors vint le jour, on me dit il faut partir maintenant, je te souhaite bonne chance. Jusqu'à j'allais pouvoir enfin arriver au paradis, j'en étais sûr. Retour au récit 4. J'avais oublié de te dire que je n'avais pas de pièce d'identité, jusqu'à un homme boire. J'ai choisi de vous parler de thème d'identité dans cette nouvelle. Dès la naissance, chaque individu a le droit d'avoir une identité. Donc, l'identité d'une personne est l'affirmation de son existence au sein d'une société. À l'enfant, son identité sera invisible aux yeux de la société et ne bénéficiera pas ni la protection ni les services sociaux essentiels à son développement. Je n'avais pas de pièce d'identité. Je ne savais pas qu'on avait besoin de l'autre côté de la frontière. Enfant venu de nulle part, ayant pour identité le travail dans les champs. Oui, il faut que je te parle. Je ne saurais pas te compter toutes les atrocités que j'ai vues et vécues là-bas, sans pièce d'identité. Je retrouvais une pièce d'identité. Je pouvais conserver la carte d'identité de l'homme qui nous traite comme bêtes. Il ne m'a pas reconnu, ou plutôt si, il n'avait pas envie que je l'appelle papa, devant les autres enfants qui auraient pu être ses propres enfants. Il a donné son corps et son âme en forêt, lui, homme de savane et des herbes clairsemées, lui nomade depuis l'aube des temps. Il m'a laissé sans le savoir sa carte d'identité. Retour au récit encadré. Je suis enfin arrivé en plein forêt dense, là où par endroits la lumière du soleil ne pénètre jamais, jusqu'à le visage de la jeune fille s'assombrit. Elle savait que son père avait des enfants là-bas, de l'autre côté de la frontière, chez lui, dans ce pays lointain dont elle rêvait depuis longtemps. Enfin, retour au récit 4. Tu vois mon arbre préféré. Je ne t'ai pas tout raconté. Jusqu'à maintenant, je dois me taire. J'entends les pas de ma sœur. Déjà, elle a mal faut avoir une place dans cette maison, parmi ses sœurs. Je n'aimerais pas qu'elle pleure à tes filles. Elle a déjà beaucoup souffert pendant le voyage et elle n'est pas au bout de tes peines. Elle vient de rendre visite. N'oublie pas de lui faire une place sous ton ombre. Après la lecture de la nouvelle, j'ai choisi de vous présenter le chant mexicain de Paradis l'Enfer.
Le paradis était un rêve pour Djibril. Je rêvais de paradis. Je croyais que le paradis pouvait exister quelque part. Mon désir d'aller au paradis avait déjà rencontré les intentions malveillantes de quelques trafiquants qui voyaient en moi le moyen le plus sûr de faire fortune. Les enfants ont envie d'aller voir ailleurs. Ils veulent faire l'expérience de paradis. L'enfer est une réalité pour Djibril. Avant de partir, l'éducation est un enfer. Je n'aime pas cette éducation qui nous tue à petit feu. J'ai envie de sortir de cet enfer, mais je ne sais ce qui m'attend. Après le départ, on a envoyé deux corps. J'avais envie de partir. Dans nos forêts, nous étions sans papier, sans argent, copiés de nouvelles du monde. Le tableau est fait par mon ami, représente le rêve de l'enfant Djibril et la réalité. Le couleur rouge représente l'enfer et le couleur verte représente le paradis. Notre émission La voleuse des livres s'achève. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec une nouvelle œuvre écrite par l'auteure américaine Linda Durand, Ma vie chez les Indiens. Je lis un extrait. Les arbres tous en bas dans la gorge changent lentement de couleur. Les petites feuilles rondes des êtres se transformant en pièces d'or. Les chênes et les érables deviennent jaunes, puis oranges, puis rouges. Chers invités, merci pour votre attention. Chers amis, merci pour votre présentation. Chère madame, merci pour cette occasion. Nous sommes formidables, nous nous félicitons.